Un terrain de foot complètement détrempé, une finale de coupe sous une pluie battante, et au milieu de tout ça, un objet improbable, une simple serviette éponge. Oui, franchement, si on m'avait dit un jour que la géopolitique, elle se jouerait sur un carré de coton, j'aurais souri. Et pourtant, on y est. On est en plein dedans. Et c'est justement parce que ça a l'air absurde que c'est si révélateur. Ah oui, bien sûr, le grotesque, c'est souvent le meilleur masque pour les tensions les plus réelles. Cet incident, cette guerre de la serviette, comme certains l'ont appelé, c'est bien plus qu'une simple bagarre de sportifs. C'est un symptôme, la partie visible d'un iceberg. Exactement, un iceberg de rivalité qui va bien au-delà du stade et qui semble sur le point de faire pas mal de dégâts. La question qui me vient tout de suite, c'est à quel moment un jeu, même un jeu avec d'énormes enjeux, bascule pour devenir autre chose, un autre champ de bataille? Et quand est-ce que la culture elle-même devient une arme? C'est toute la question. Alors, entrons-y. On parle d'une serviette. Une serviette quoi? Celle du gardien sénégalais Edouard Mendy, pour essuyer ses gants. Et d'un coup, ça devient une affaire d'État. On voit des joueurs, des officiels se jeter dessus comme si c'était le trésor national. On voit même une star mondiale comme Achraf Hakimi qui s'en empare et la jette. Il faut m'expliquer la logique là, parce que ça m'échappe un peu. La logique, c'est qu'elle n'a rien de simple, cette serviette. Pas dans ce contexte. Sous une pluie pareille, cet objet, c'est une extension stratégique du gardien. Stratégique, absolument. Il faut imaginer, le ballon est glissant, c'est une savonnette. Chaque prise de balle est un risque énorme. La serviette, c'est ce qui lui permet de sécher ses gants, de retrouver un minimum d'adhérence. D'accord, c'est la différence entre un arrêt décisif et une boulette qui vous coûte un titre. Je vois l'aspect technique, c'est un outil. Mais de là à déclencher une quasi-émeute sur le bord du terrain, il y a autre chose. Bien sûr qu'il y a autre chose. Il y a l'aspect psychologique. Et il est peut-être encore plus important. C'est un rituel, un point d'ancrage. Le gardien, il est seul dans sa surface, il subit une pression folle. La serviette, c'est son geste à lui, sa routine pour se reconcentrer, pour essuyer son visage, garder une vision claire. Donc, lui prendre ça, ce n'est pas juste une blague. Ce n'est pas une blague du tout. C'est une intrusion. Une intrusion dans son espace mental. C'est une tactique de déstabilisation pure et simple. Dans le jargon du foot nord-africain, on a une expression pour ça. Ah oui, le jeu sale. Le jeu sale. Si on traduit, c'est ça, le jeu sale. C'est tout un art de la déstabilisation qui se pratique en marge des règles. Ce n'est pas le tacle un peu trop appuyé. Non. C'est la petite provocation, le geste vicieux que les caméras ne voient pas. L'attaque sur le mental. Exactement. Ça me rappelle une autre histoire d'ailleurs. L'équipe algérienne qui s'était fait voler une bouteille d'eau. Sauf que dans cette bouteille, il y avait des notes tactiques. On est dans cette même logique. Attendez, je reste un peu sceptique. On est en finale. L'adrénaline est au maximum. La tension est électrique. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un acte réfléchi, d'une tactique? Ou est-ce que ce n'est pas simplement une explosion de frustration qu'on surinterprète? C'est une excellente question et c'est là que le label « jeu sale » est intéressant. Ce n'est pas forcément un plan préparé à l'avance, d'accord? Mais ça fait partie d'une culture de la déstabilisation qui est latente, prête à s'activer. C'est opportuniste. Un joueur voit une faille, une occasion de fragiliser l'adversaire. Le plus important, le gardien, il la saisit. C'est un réflexe. Un mauvais réflexe, un réflexe conditionné par des années de rivalité. Pour moi, ce n'est pas une simple perte de sang-froid. Non, c'est l'application d'une règle non écrite. Tous les coups sont permis. J'entends, la CAF sanctionne l'agresseur. Logique, oui, mais pas du tout. Apparemment, la CAF aurait ouvert une enquête en menaçant de sanctionner l'équipe sénégalaise, la victime. Alors là, faut que je comprenne. On agresse votre équipe, on vole l'équipement de votre gardien. Et c'est vous qui risquez une suspension de 4 ans et presque $1 million d'amende. C'est une plaisanterie. On est en plein surréalisme, ou plutôt, on est en pleine politique. C'est le monde à l'envers, mais un monde qui répond à une logique implacable, celle de l'influence. L'influence, une instance sportive internationale, ce n'est jamais neutre. Jamais.
C'est un échiquier. Ces menaces, qu'elles soient sérieuses ou justes, une manœuvre pour faire pression, elles montrent une chose. Laquelle? Le pouvoir au sein de ces organisations peut tordre la réalité des faits. Il peut transformer une victime en coupable si ça arrange des intérêts supérieurs. On ne juge plus un acte, on pèse des rapports de force. Qui a le plus d'alliés? Qui finance le plus? La justice sportive devient une variable d'ajustement. C'est vertigineux. On part d'un geste et on arrive à une guerre psychologique institutionnalisée. Mais ce qui me frappe, c'est que si on est prêt à se battre comme ça pour une serviette, un objet trivial, j'ose à peine imaginer ce qui se passe quand on touche à des symboles beaucoup plus sacrés. L'histoire, le patrimoine, l'identité. Et vous mettez le doigt sur la suite logique de cette escalade. Absolument. Quand la confrontation atteint ce niveau d'intensité symbolique sur un terrain de sport, le conflit ne peut pas rester cantonné. Il déborde, il contamine tout. Il contamine d'autres champs de bataille. Oui, des champs plus subtils, mais tout aussi violents. Et le champ de bataille, par excellence, c'est la culture, l'histoire. C'est exactement ce qu'on observe avec cette campagne massive de défense du patrimoine culturel algérien, et plus spécifiquement celui de la culture kaoui. Alors, défense, appropriation culturelle, ce sont des mots qu'on entend beaucoup. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui est perçu comme menacé? On parle d'un effort quasi frénétique pour cataloguer, pour documenter, pour réaffirmer l'origine de tout un héritage. Ça va de l'immatériel au matériel, c'est-à-dire prenez l'artisanat, le tissage de la kachabia, ce grand manteau de laine, ou la melfa, ce drapé féminin. Ce ne sont pas que des vêtements, non, ce sont des récits tissés. Les couleurs, les motifs racontent l'histoire d'une famille, d'un village. Pareil pour les bijoux en argent de la femme kaoui, avec leur symbole amazigs millénaire. Chaque bijou est une archive, un marqueur identitaire. Et j'imagine que ça va plus loin que l'artisanat. On touche aux pierres, à la terre, on touche aux racines. Et c'est là que le discours devient presque épique. On met en avant des sites architecturaux avec une emphase qui est en elle-même un acte politique. Prenez les balcons de Goufi. Goufi ? Oui, il faut imaginer des habitations, des greniers suspendus à flanc de falaise au-dessus d'un canyon. C'est un paysage incroyable. Mais quand on le revendique aujourd'hui, on ne revendique pas juste un beau paysage. On revendique un récit. Le récit d'un peuple. Le récit d'un peuple résilient qui a fait preuve d'un génie architectural unique pour survivre. Revendiquer Goufi, c'est revendiquer cette histoire. Et on voit même des descriptions presque hyperboliques. La citadelle de Kala Beni Hamad, présentée comme le premier gratte-ciel de l'histoire, datant de 3000 ans. Là, on n'est plus dans l'archéologie. On est dans la communication de combat. C'est exactement le terme. On utilise des formules choc pour marquer les esprits, pour marquer son territoire narratif. Que ce soit Goufi, le mausolée royal de Médrassen ou le site romain de Timgad, chaque pierre devient un argument, une preuve dans un dossier de souveraineté culturelle. Donc si je vous suis, on n'est plus dans la conservation du folklore pour les touristes. On est en train de tracer une ligne de front. C'est une façon de dire « ceci est notre histoire, notre récit, et il n'est pas à vendre ». La culture devient une muraille et une arme de soft power. C'est une stratégie offensive qui veut contrer ce qui est perçu comme des tentatives de vol par ce que les sources appellent les ayachas. Les ayachas, il faut peut-être expliquer ce terme. Oui, il a l'air très connoté. Très. C'est un mot qui vient du dialecte marocain, le darija. Ayacha vient du verbe aacha, vivre. C'est une référence directe au slogan Aacha al-Malik, vive le roi. Ah d'accord. Donc c'est un terme souvent utilisé de manière péjorative pour désigner les partisans les plus inconditionnels de la monarchie marocaine. En utilisant ce mot, on ne vise pas un peuple, on vise un système politique. Le cadre du conflit est posé d'emblée, immédiatement. Il n'est pas que culturel, il est idéologique. Protéger son patrimoine, ça devient un acte de résistance narrative, une résistance active, menée au quotidien pour fixer les origines et rendre tout autre récit inaudible. C'est fascinant de voir comment la boucle se boucle.
On part d'une serviette sur un terrain, un geste presque primitif, et on arrive à une guerre d'influence très sophistiquée qui se joue sur le terrain de l'histoire, des symboles, de l'identité. Absolument. D'un côté, la tactique brute, le jeu sale. De l'autre, cette bataille narrative beaucoup plus subtile, mais peut-être encore plus violente. C'est une illustration parfaite. Les tensions entre États, ça ne reste jamais dans les bureaux des diplomates. Ça s'infiltre partout. Et le sport, la culture, qu'on nous présente toujours comme des ponts, des facteurs de paix, ils deviennent les arènes privilégiées où se rejouent les conflits avec une intensité folle. Ce ne sont plus des ponts, ce sont des champs de mines. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant, au fond. Quand les stades se transforment en tribunaux, quand chaque bijou, chaque plat, chaque vieille pierre est enrôlé dans une guerre de souveraineté, que reste-t-il comme espace pour juste se parler ? Si une simple serviette peut révéler une telle paranoïa, une telle fragilité, que valent les grands discours sur la fraternité ? On se demande ce qu'il reste. Quand même, le langage des symboles est devenu un territoire à défendre, presque les armes à la main.